programme de la soirée. Je dois commencer par une introduction, si je ne me trompe. Cette introduction, je vais vous la faire en 5 minutes de temps avec un historique d'ADD pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est peut-être nouvelle dans la salle. Je laisse à penser qu'il y a un certain nombre qui ne connaissent pas ADD. 19h30 ouverture. Constat introductif. C'est notre ami Charlet qui, pendant une dizaine de minutes, vous fera un état de la situation, un état de la démocratie française, tel qu'il la voit, tel qu'il la ressent, et qui justifiera que nous ayons après un jeu de rôle. Ce jeu de rôle mettra autour de cette table trois personnages. Lucien, qui tiendra le rôle du citoyen encarté. Encarté et volontaire. Hein. Il revendique son appartenance à son parti, que naturellement on ne citera pas, sachant qu'il ne s'agit pas de parler de tel ou tel parti ou telle et telle position, ce sont des sujets transversaux, donc ça peut être n'importe quel parti. Et voilà. Notre ami Vincent, qui lui jouera le rôle du citoyen c'est pas un rôle, lambda et volontaire, ayant une parfaite maîtrise de ce qu'est la cause politique, et donc bon. Et puis je jouerai le rôle de l'élu, non pas que ça m'aille comme un gant, je ne l'ai jamais été, je n'ai pas vocation à le devenir, mais je n'ai pas trouvé un élu qui veuille représenter le rôle de l'élu. Pourtant j'ai demandé un certain nombre, hein, y compris dans la salle. Donc voilà, je jouerai le rôle de l'élu et on aura un débat. Vous verrez la nature du débat. Je vous demanderai de réagir à ce que vous aurez entendu les uns les autres et voir si vous vous retrouvez ou non dans le jeu de rôle qui aura été fait. Et dans un cas comme dans l'autre, que vous vous y retrouviez ou non, eh bien, je vous demanderai vos témoignages et vos réactions. C'est sur la base de ces témoignages et réactions que l'on essaiera de construire quelque chose qui, autant que possible, devra tenir la route. Je reviens, réaction, témoignage, question, recherche commune de solutions. Oui, on recherchera des solutions, sachant qu'on n'a aucune solution pré-mâchée, si je puis dire, et il faudra que les solutions fassent l'objet d'une discussion de la salle, et la créativité devra venir de la salle et non pas même être proposée par l'animateur que j'ai la chance d'être. Et puis, clôture suivie du verre de l'amitié. Une parenthèse, vous avez tous une carte qui vous a été donnée à l'entrée, vous devriez la voir, voilà. Simplement, elle se plie, elle se met là, et vous avez également un QR code, et avec le QR code, vous êtes en lien direct avec le site d'ADD. Et on essaye un peu de se moderniser. Ok, sérénité, écoute et parler vrai, oui. Une fois encore, ADD est je vais y venir, est une association, un club à vocation politique, mais qui n'est affilié à aucune personne, aucun parti, et il peut y avoir dans la salle, et c'est le cas, des gens qui ont des objectifs et des racines différentes. Ce que je vous demande, c'est du calme, de la sérénité, faire preuve, démonstration d'une qualité d'écoute, et parler vrai. C'est pas parce que on essaye d'être serein que cette sérénité interdit le fait de parler d'une manière tout à fait véridique, avec sincérité et sans langue de bois. Je vais dire 2 mots sur ce qu'est ADD, et pour ce faire, je vais faire référence à un message qui a été rédigé il y a 10 ans. Et c'était à l'automne 2012. Tiens, descends, regardez ça là-haut, là. L'essentiel n'est pas de voir le monde tel qu'il est, mais c'est de voir le monde tel qu'il devient. Signé le grand général Charles de Gaulle. Alors on le retrouve partout, hein, sur tous les messages à l'époque. Et qu'est-ce qu'on disait il y a 10 ans? Eh bien, les adhérents sympathisants d'ADD n'appartiennent pas tous à un mouvement politique, même si leur engagement pour ADD témoigne que pour eux, la politique a du sens. L'observation depuis 2 semaines de ce qui se passe dans le parti principal de l'opposition, l'UMP, interroge nombre d'entre vous
souvent les déçoit, parfois les exaspère. N'ont-ils rien d'autre à faire, alors que le pays va mal, que le gouvernement s'apprête à bouleverser un des piliers de notre société, la famille? Nous comprenons, entendons, partageons ces questionnements, mais un parti politique, pour être crédible, doit aussi respecter l'éthique du respect des votes. Et quand il y a des blocages, aussi forts que ceux que nous observons, la seule sortie de crise, c'est le vote. L'UMP nous paraît devoir choisir cette voie pour respecter à la fois l'éthique et se consacrer à ce qui est son devoir, s'opposer, se préparer à l'alternance, défendre l'essentiel. ADD, plus concrètement, veut contribuer à cette action au plan local et donner aussi la véritable image, ainsi la véritable image de la politique, agir collectivement pour notre pays et nos concitoyens. Voilà, c'était ceci il y a 10 ans, tout rond. On pourrait enlever 3 virgules et remettre ça exactement, pas grand changement. Alors c'était signé, s'il te plaît Didier, tu me le montres encore un peu, c'était signé à l'époque donc de Gérard Larcher et Marc Robert. Gérard Larcher était le président, et reste le président fondateur d'ADD il y a un peu plus de 20 ans, et la création de cette association avait trouvé origine dans le fait qu'il était maire de la ville et que nécessairement, bien sûr, il relayait les informations qu'il croyait devoir relier auprès de sa clientèle, si je puis dire, de son électorat local. Rien que de plus normal. Et pendant la dizaine d'années qui a précédé ce message, eh bien, ADD a organisé sous l'égide de Gérard, aidé qu'il était par Marc, qui était à ce moment-là que son vice-président, des réunions avec des grands noms, et ceci au bénéfice de la totalité des Rambolitains qui avaient le plus souvent possible, 2 fois par an, des visites et des colloques qui étaient organisés. Bien, c'était ceci donc il y a 10 ans. Tu me passes le truc d'après, s'il te plaît. Il y a toujours la citation du grand Charles. Non, dans le gros titre, là, c'était « Nous avons besoin de vous ». C'était il y a 7 ans. Chers amis, je vous le lis quand même parce que c'est pour vous dire qu'entre 2010 et 2012 et 2014, il n'y a pas eu de grand changement, encore que. En ce début d'année, nous formulons des vœux pour que la France sache trouver pour elle-même et pour l'ensemble de ceux qui sont fiers de lui appartenir le chemin de l'unité et de la prospérité, de la sécurité. ADD travaille à la réalisation de cet objectif et les membres de son comité directeur, élargi à ceux volontaires des groupes de travail constitués lors de notre dernière Assemblée générale, se sont déjà plusieurs fois réunis. Ils vont continuer à le faire dans l'esprit d'une union nationale cohérente, de rassemblement derrière des principes républicains auxquels les citoyens ont massivement confirmé leur volonté de ne pas déroger. Si vous souhaitez vous apporter vous aussi la contribution au travers des fruits de ces premiers travaux, lesquels devront être validés par vos soins avant d'être communiqués vers l'extérieur. Ceci est complètement essentiel, hein, c'est-à-dire que nous faisions à ce moment-là appel, et je peux dire nous, puisque même si je ne suis naturellement pas signataire, dans l'intervalle, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que Gérard Larcher et Marc Robert, des amis très proches pour ce qui me concerne, Marc était le plus ancien d'entre eux et le meilleur, il était le reste, m'avaient demandé d'animer ADD en qualité de délégué général, parce que ADD, à ce moment-là, perdait un petit peu de son essor, et il m'avait donc demandé de m'en occuper. Et donc ce message, en fait, c'est moi qui... On s'aperçoit en 2016, à l'occasion d'une réunion que je suggère à ces messieurs d'organiser, la politique autrement, ça s'appelait. Et la politique autrement, et bien à ce moment-là, tous les élus de cette époque-là, et Gaël, je crois bien que tu étais sur l'estrade, tout comme l'était Marc et Gérard, sont venus nous expliquer l'idée qu'ils se faisaient de la politique et la façon dont ils la traduisaient localement. Il n'y avait personne d'autre à l'estrade que les élus de l'époque, et nous avons écouté d'une oreille polie. Pour autant, on a bien senti dès ce jour-là qu'il y avait une difficulté de gestion, en ce sens
qu'on nous a vendu ce que l'on voyait, et ce que l'on voyait n'était pas conforme à ce que l'on aurait souhaité voir. On a donc fait une réunion sur le sujet, on a dit à Gérard ce que l'on pensait, et il nous a dit, attendez, vous êtes en train de changer complètement l'ADN d'ADD. L'ADN d'ADD, c'était Charles de Gaulle, c'était le maire, c'était ceci, cela, et on lui a dit, oui, mais on est en dérapage, et il a dit, bon, bah écoutez, ok, pour reprendre son expression, c'était qu'à ce moment-là, eh bien l'appareil politique s'adaptera. Ok, l'appareil politique, à partir de là, a commencé à s'adapter, et ADD a continué avec ses préconisations. Qu'est-ce qui s'est passé très clairement? Je vous caricature, mais si je vous explique tout ça, ce n'est pas pour rabâcher l'histoire, c'est pour qu'on comprenne l'état de la situation d'aujourd'hui, et qu'ensemble, on va y venir après, du moins je l'espère, on essaye de se projeter dans une situation future. Qu'est-ce qui s'est passé? ADD a perdu, allez, 50% de ses membres, en l'espace de 12 mois. Ça a été immédiat. Il y a ceux qui sont partis au motif que l'ADN avait changé, puis il y a ceux qui sont restés au motif qu'ils étaient cohérents par rapport à leur volonté. Cette perception et cette évolution de la situation s'est traduite par une espèce d'incompréhension, quelque part, entre les ADDiens et les LR, ou enfin, ça va au-delà des LR d'ailleurs, l'UMP à l'époque. Bon, il y a eu cette difficulté et on ne s'est plus compris. C'est plus compris. Il y a eu un décalage de compréhension. Nous, on a dit, on s'attache aux valeurs, on s'attache aux principes, nous ne sommes plus que jamais républicains, nous sommes majoritairement chez nous gaullistes, mais on ne comprend pas tout, et la seule application d'une doctrine de parti ne nous paraît pas conforme à la volonté de respecter tous les principes de la République. Et donc, à partir de là, eh bien, ADD est parti d'un côté et les LR sont partis de l'autre. Voilà, ce point d'histoire étant fait, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Aujourd'hui, on constate, et ça va faire l'objet du constat que va vous évoquer tout de suite Charlet, et en vous priant d'avoir été un petit peu long, mais bon, vous replantez le décor, et où en sommes-nous? Nous en sommes au constat que Charlet va nous faire tout de suite. À toi, si tu veux bien. Tu en es pleinement capable. Suis-je capable? Voilà, parfait. Bien, je vais rester là. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il m'échoit la difficulté d'essayer de résumer en 10 minutes une question très importante qui devrait nécessiter des heures d'explication sur la situation de la démocratie en France telle que nous la percevons les uns et les autres. Donc je voudrais bien me pardonner si je suis un peu simpliste et un peu raccourci dans mes propos. Nous entendons en tous les cas, tous les uns et les autres, dans les conversations de monsieur et madame tout le monde, dans les médias aussi, ou bien simplement par les amis, que notre démocratie est malade, que nous sommes en perte de foi républicaine, et qu'un doute s'installe dans la population sur la capacité qu'aurait encore le politique à changer réellement les choses. Si l'on recherche l'origine du mal, certains observateurs, en s'appuyant sur la montée de l'abstention, en situent l'amorce environ à une trentaine d'années en arrière. S'agissant des causes, elles sont multiples. Aucun inventaire précis de celles-ci n'a été dressé, et encore moins le poids relatif de chacune des causes dans le mouvement d'ensemble de défiance nationale auquel nous sommes confrontés. Nous sommes donc dans le ressenti, nous sommes voire dans l'intime conviction, mais pas dans la certitude. En revanche, il existe un point qui peut nous éclairer, qui lui est beaucoup plus précis, qui concerne l'abstention. L'abstention est effectivement un marqueur important de la défiance d'une fraction des électeurs potentiels à l'égard de la politique. Et nous possédons là sur ce plan des données précises accumulées au fil des différentes élections. Je vous donnerai tout à l'heure quelques chiffres sur, je dirais, cette montée de l'abstention, mais avant, je voudrais revenir sur le terme même de démocratie malade, parce que c'est un terme fort et qui porte en lui-même le risque, en fin de compte, d'une perte de moyens et de compétences sur la prise de décision collective.
De ce point de vue, je voudrais rappeler une évidence de fond. Dans la démocratie, comme vous le savez, c'est le vote populaire qui détermine les règles communes du vivre ensemble, desquelles d'ailleurs découlent les droits individuels. A l'inverse, il n'y a pas de droit individuel s'il n'y a pas en amont de choix collectif, et il n'y a pas de choix collectif s'il n'y a pas de vote majoritaire. C'est un tout, et c'est un tout indissociable. Or, le vote majoritaire repose, lorsqu'il repose sur une fraction, comme nous le constatons depuis une trentaine d'années, de plus en plus limitée du corps électoral, c'est la légitimité même des décisions qui sont prises qui peut être posée. A fortiori, si ces décisions sont des décisions difficiles, qui appellent des contraintes à l'égard de la population. De ce point de vue, la période du Covid que nous avons vécue a démontré en grandeur nature les limites du consensus national à travers le port du masque, les vaccinations et le confinement. Je ne veux pas dire pour autant qu'un vote majoritaire qui reposerait sur une fraction minime du corps électoral n'aurait pas de légitimité. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux simplement souligner, c'est lorsqu'il existe un écart important, très important, a fortiori, entre le nombre de votants et le corps électoral pris dans son ensemble, à ce moment-là, c'est la cohésion nationale, en fait, qui est fragilisée. Et j'irai même plus loin, en finale, c'est même le ressort moral, en fait, d'une nation qui peut être questionné. Y a-t-il une alternative au choix collectif librement consenti? Je dirais que la réponse est oui. Il suffit de revenir en arrière. C'est le retour de la force et de l'arbitraire pour réguler la vie en société. Personne ne le souhaite, nous n'en sommes pas encore là. Et tant mieux, mais toutefois, nous sommes peut-être sur une pente glissante. Quelques chiffres maintenant sur le phénomène de l'abstention. Au hit parade, on trouve les élections régionales et départementales. Les dernières élections de 2021 ont constaté un taux d'abstention de 65%. Sur les 17 années précédentes, il s'agit donc d'un doublement du taux d'abstention. Et 2 électeurs sur 3 ne se sont pas déplacés aux élections de 2021. Et quand je dis cette moyenne de 65%, en réalité, cette moyenne, elle est nationale et elle a été dépassée dans les électeurs de moins de 35 ans, dans les secteurs de précarité et de manière générale dans les grandes villes par rapport au foyer rural. En deuxième rang, on trouve les élections législatives. Elles sont aussi fortement impactées par la montée de l'abstention, puisque celui-ci s'est élevé à 54% aux dernières élections de 2022. À 20 ans de distance, l'abstention a progressé de 15 points. Et pourtant, c'est bien à l'Assemblée nationale que se déterminent les choix collectifs qui ont ensuite un impact sur notre quotidien. Enfin, en troisième rang, on trouve, c'est pas enfin, en troisième rang, on trouve les élections municipales, là, qui constituent, je dirais, un cas particulier, un cas encore protégé, dans la mesure où, certes, il y a une abstention, mais elle s'établit à un niveau relativement faible, encore je dis relativement faible, puisque c'est quand même 30% en 1997, et avec un faible taux d'évolution, puisque ce taux d'abstention s'est monté à 38%, oui, en 2014. Alors je fais abstraction de l'élection municipale de 2020 qui ont été impactées par le phénomène de Covid, avec un taux d'abstention très élevé, 60%, mais c'était un cas particulier. Alors on observe probablement, d'ailleurs dans cette moindre percée de l'abstention, l'incarnation de la fonction de maire, tout le monde connaît le maire, et également des champs de compétences du maire et de ses équipes qui interviennent directement dans le cadre de vie quotidienne des habitants. Donc il y a une notion de proximité qui peut expliquer effectivement un plus grand intérêt de la population à ce type d'élection. Enfin, en quatrième rang, on trouve l'élection reine, l'élection présidentielle, avec un taux d'abstention de 26% aux élections de 2022. Ça veut dire, à contrario, que 3 électeurs sur 4 se sont déplacés pour cette élection, mais qui connaît malgré tout, malgré son succès,
qui connaît là aussi un niveau d'abstention qui certes est faible, mais qui est en progression. Je parlais de 26% en 2022, ce taux était de 16% en 1997. Donc on a bien une progression. Donc, comme vous pouvez le constater, cette montée de l'abstention en fait touche toutes les formes d'élection sans exception. Le taux est relativement élevé dans certaines formes d'élection, notamment le régional départemental. C'est inquiétant. Mais ce qui serait encore plus inquiétant, c'est si la courbe constatée sur les 15 dernières années devait se prolonger sur les 15 années futures, nous atteindrions alors des taux d'abstention particulièrement élevés. Une simple règle de 3 fait que nous atteindrions 70% de taux d'abstention aux élections législatives, et même les élections municipales qui sont relativement protégées, nous friserions les 45% d'abstention. Donc vous voyez que ceci est important. Alors comment expliquer ce phénomène? Les causes sont multiples, mais il semble tourner autour d'une question centrale qui est la confiance. Plus précisément, la perte de confiance. Cette perte de confiance, elle s'exprime à travers un certain nombre d'affirmations, parfois caricaturales, qu'on entend ça et là, comme par exemple, pourquoi aller voter, puisque les promesses des candidats ne sont pas ou peu tenues lorsqu'ils accèdent au pouvoir. On entend aussi, quand on compare la gestion, en fin de compte, des gouvernements successifs, pourtant de sensibilités différentes, on s'aperçoit qu'économiquement, elles étaient en fait assez proches. Seules les lois sociétales ont bougé et que, au total, peu de choses ont changé. On a plus affaire à une politique d'ajustement qu'une politique de transformation. On entend aussi, alors, la voix des mondialistes qui disent, eux, dans un monde globalisé, en concurrence ouverte, avec de surcroît les règles communautaires issues de l'Union européenne, les marges de manœuvre de nos gouvernements sont extrêmement étroites. Alors, si tout était joué à l'avance, pourquoi les voter? Dans un autre registre, un peu plus intimiste et plus moraliste, on entend aussi, concernant les élus, et ça c'est une remontée des réseaux sociaux et des médias, notamment alimentée par quelques fautes commises par certains élus, parce que les élus au sens général, personne n'est désigné en particulier, parce que les élus sont sous une loupe médiatique permanente, on attend d'eux donc une certaine exemplarité. De ce fait, les comportements déplacés, les postures outrancières, les conflits d'intérêts, les mensonges, de certains élus se répercutent et dégradent l'image collective de l'ensemble des élus, et ce, probablement tout à fait injustement, parce qu'il s'agit de quelques-uns qui contaminent, je dirais, le grand ensemble. Et puis enfin, on a un petit message aussi des institutionnalistes sous la forme des élections législatives. Les règles majoritaires favorisent les grands partis, les petits ont peu d'élus, et quand on vote pour eux, en fait, c'est quasiment un vote de témoignage qui n'a pas de conséquences réelles. Alors, si en plus ce jour-là il fait beau, la tentation est grande d'aller s'aérer. Vous voyez, au travers de cette florilège, en définitive, d'affirmations, d'autres motifs sont avancés par des sociologues pour expliquer la montée de l'abstention. Pour résumer, le point de vue de ces sociologues, c'est de dire le retrait constaté des citoyens au travers des différentes élections et dans la continuité du retrait existentiel auquel sont particulièrement sensibles les nouvelles générations. Pour ces générations, c'est le primat du domestique, de l'épanouissement personnel, de la recherche du mieux-être sur tout le reste. Le collectif comme destin commun est battu en brèche par la priorité de l'individu et le repliement sur soi, sur sa famille, est privilégié par rapport à la collectivité
qui est perçue, elle, comme une source de contrainte. Dans ce contexte, aller voter, participer à la vie démocratique, n'apparaîtrait pas nécessaire à un épanouissement personnel. Dont acte. En revanche, le paradoxe de ces situations, c'est que si l'individualisme affaiblit le collectif, pourtant, chaque individu interpelle celui-ci lorsque ses droits personnels sont menacés. Là, en bref et en conclusion, la démocratie est malade, mais la faute à qui? La faute aux citoyens basiques qui seraient en perte de foi républicaine, la faute aux citoyens militants et à travers lui aux partis qui seraient en perte d'influence, ou bien la faute aux élus, ces Saint-Sébastien des temps modernes, soumis aux flèches permanentes des critiques et qui se trouvent parfois en dessous des attentes de la population. Ou peut-être, et probablement, un peu la faute de tous. En tous les cas, la question est ouverte. Je vous remercie. Peut-être l'ai-je fermé. J'ai dû le fermer. Voilà. Bien, merci Charlet. On va donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire maintenant un petit jeu de rôle. Et je vais demander à Vincent de lâcher Facebook pour arriver jusqu'à nous. Vous avez bien perçu le sujet. On a un constat qui est déplorable, une évolution qui est très négative. Et il faut que nous trouvions des solutions pour faire évoluer cette situation. Oui, on n'a pas parlé du principe de subsidiarité. Et ça concerne aussi au niveau de l'Europe. On a plein de gens qui ne sont pas élus et qui prennent des décisions. Donc c'est aussi un aspect qui décourage à l'évolution. Tu as complètement raison. Si tu m'autorises au demeurant, on va faire le sketch. Et je vais nous demander à la salle de réagir sur l'ensemble des sujets qui auront été abordés ou ceux qui ne l'ont pas été. Hein, si vous voulez bien. Donc oui, je rappelle que notre ami Vincent est citoyen de base, Lucien est citoyen militant et je suis l'élu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, j'enlève ma casquette d'animateur et je deviens donc c'est-à-dire dubitatif. Je deviens comme d'autres un acteur du jeu de rôle. Oui, j'ai peut-être oublié quelque chose, c'est pas bien grave. Je deviens un acteur du jeu. Voilà, on est en sketch. Bon, alors je suis l'élu et j'invite mes deux amis chez moi parce que j'ai à leur dire la chose suivante. Messieurs, merci d'être venus. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous ai demandé d'être là en fonction de ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous me cassez les pieds assez fréquemment. Je n'entends parler que de vous, pour des raisons qui vous sont communes ou pas. Toi, Lucien, au motif que tu es représentant d'un parti qui me gonfle, mais superbement, parce que quoi que je fasse, de toute façon, tu es là pour m'engueuler. Et c'est pas tout à fait la même chose pour Vincent, parce que toi tu interviens dans le domaine associatif, le domaine économique, professionnel, mais à tout moment j'entends parler de toi, et tu es tellement impliqué partout que ça a forcément des conséquences politiques. Alors donc, je vous ai demandé de venir pourquoi? Parce que j'ai l'intention de mettre ce sujet-là sur la place, et de faire des réunions sur le sujet. Nous n'arriverons pas à nous comprendre, nous n'arriverons pas à marcher efficacement ensemble dans le cadre de l'intérêt commun qui seul devrait dicter nos quotidiens. Donc vous me dites pourquoi vous n'êtes pas content de ce que l'on fait. Croyez-moi, je vais vous répondre comme je crois devoir le faire par rapport à ce que je pense de vous. Et faites-moi l'amitié de faire ça sans langue de bois et véritablement en toute... Et puis vous me direz si oui ou non ma réunion je la tiens. Et si je la tiens, est-ce que je la tiens avec vous? Ou est-ce que je la tiendrai tout seul parce que vous y êtes opposé, hein? Si vous voulez bien, c'est comme ça. Tu veux commencer, Lucien, ou... On commence. Vas-y, je t'en prie. Bon, écoute, toi, Le micro est pas bien devant la bouche. que vous dire, hein?
Que vous dire? C'est vrai que je suis un encadré. Je vais vous expliquer quand même deux choses avant. C'est à moi qui va l'expliquer. À quoi? D'abord, je suis ce qu'on appelle un naturalisé. Donc un étranger au sens de l'INSEE. Je suis arrivé en France en 1957, naturalisé en 1967. J'ai travaillé 40 ans en France. J'ai fait des emplois très multiples, depuis le commis d'épicerie jusqu'au titre d'ingénieur. Je me suis beaucoup déplacé en France à une époque. Et ensuite, j'ai terminé un petit peu en vivant grosso modo 10 ans en Charente-Maritime, où j'ai vu aussi beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période, en dehors du travail? J'ai pris deux initiatives. La première, c'est le 30 mai 68. J'en avais pas reçu la casquette, et je suis descendu dans la rue. Le pavé à la main. Non, je n'avais pas le pavé, mais je me suis retrouvé avec un drapeau tricolore et qui nous a amenés jusqu'aux Champs-Élysées, au Soldin. J'y allais, ma femme n'était pas d'accord, mais j'étais prêt à me casser la gueule. Ça c'est bon, ça c'est mon passé peut-être. Ma deuxième initiative, c'est en 2015. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ça continue, mais excusez-moi du terme, je suis direct. Ils sont cons, ils ne comprennent pas. Alors, des gouvernants d'une façon générale, parce que j'ai constaté que sur le terrain, de plus en plus de Français sont en train de crever de faim, et j'ai constaté également que tout ce qui avait été promis depuis 30 ans ou 40 ans, rien ne s'était fait. Rien. Alors on peut chipoter sur la virgule, le machin, mais je suis prêt à vous répondre quand vous voulez également sur ce sujet-là. Donc, je me suis dit, donc, il faut rentrer dans un parti. Alors, je suis un gaulliste social. Donc, je suis un peu seguiniste, je suis un peu vallon, pour ceux qui ont connu les débats. Mais je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi, faisons quelque chose. Alors, je suis entré. J'ai été au LR. Comme ça, vous le saurez, on ne discute pas. Je suis pas autour du pot. Je suis resté au LR. C'était pas LR à l'époque, hein? Hein? C'était pas LR à l'époque. Enfin, peu importe. Et lorsque je suis arrivé, on m'a dit, mais punaise, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Ça y est, on a tout compris. On va vous écouter. Maintenant, il faut que le militant, il parle. Et on va discuter avec vous. Tu parles. Que nenni, je n'ai jamais rien vu. Ça me rassure parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi moi en tant que citoyen. Moi, j'ai toujours voté. C'est vrai que je me suis jamais arrêté de voter, mais quand j'ai voté les premières fois, c'était en 91, qu'on m'a donné le droit de vote. J'y suis allé avec enthousiasme. Hein. C'est vrai que j'avais l'enthousiasme de la jeunesse, un peu d'idéologie, peu importe, mais en tout cas, bon, j'y allais avec envie. Et avec les années, ça s'est complètement évaporé. Alors moi, je veux bien féliciter toutes les initiatives qui peuvent être faites, mais j'ai clairement du mal à y croire. Quand j'ai vu comment les choses ont tourné, maintenant, je pense que c'est structurel. Actuellement, ça donne vraiment pas envie de faire des efforts pour faire une action politique. J'ai l'impression que c'est structurel, les partis ont une telle importance que même au niveau local, même quand moi je connais des gens qui sont bien, dès qu'ils s'engagent en politique, ils sont avalés par la machine. On connaît leurs valeurs à l'origine, ils se retrouvent pris dans le système, ils ont quasiment, on leur fait avaler des couleurs, ils sont plus capables de faire ce que, comme on a dit tout à l'heure d'ailleurs, hein, il y a quelqu'un l'a dit, c'est que entre les actes et les paroles qu'il y avait avant, il y a vraiment un écart. Et moi je trouve ça désespérant et j'ai l'impression que ça vient vraiment de l'organisation des partis en France, qui ont une telle importance, un tel pouvoir sur l'ensemble de la structure jusqu'à la base. Et les gens qui dirigent ces partis-là, eux, ce sont des animaux politiques, ils vivent de ça. C'est leur vie, la politique, c'est même leur revenu. C'est sévère, animal politique. Donc, on les qualifie de professionnels à la rigueur, animal politique. Oh, ça n'est pas loin. Hein. Eux,
ils ont besoin de mandats pour vivre, ils vivent de mandats. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'ont jamais rien fait d'autre que des élus. Hein. Il y en a beaucoup. Hein, donc pour moi, qui votent, 60 élus qui parallèlement conservent leur boulot. Hein. Mais plus proche de la base, plus proche des locaux. Enfin, et c'est ça qui pose problème, c'est que les enjeux sont tels dans le parti que j'ai l'impression que ça redescend une chape de plomb, même au niveau du local. Donc moi, je veux bien féliciter toutes les initiatives, mais j'ai un peu de mal à y croire. Bon, alors, 2015, tu nous dis que tu es rentré dans ton parti, alors tu râles pourquoi finalement? Je râle tout simplement. Maintenant, tu râles tout le temps. Parce qu'on ne nous a jamais écoutés, on ne nous a jamais rien demandé. Mais attends, quand on vous demande de venir, vous avez piscine, non. Vous partez à la campagne. Ce n'est pas vrai, nous venons. Mais qui est-ce qui m'écoute? Personne. Et lorsque on m'invite quelque part, attention, on tracte, on colle et on me demande de l'argent. Et lorsque je vais à une réunion, nous sommes 60, 70, 80 ou 100, 200, on n'écoute personne. Eux, ils parlent pour eux. Et pour ma part, moi, j'ai l'impression que je suis plus utile à mon pays quand je suis en train de bosser, enfin quand je fais des choses, ou même au niveau personnel, quand j'éduque mes enfants et que je passe du temps là-dessus, j'ai l'impression que je suis plus utile que quand je m'investis au niveau politique. C'est désespérant de vous entendre dire ça. Vous savez qu'on y passe notre vie. On le voit. Poser la question à ma femme de ce qu'elle pense de mon quotidien. Poser la question à mes amis de savoir si je continue de les voir. Posez-moi la question de savoir si je continue ma passion. Posez-moi la question de savoir si je suis en bonne santé. Si j'ai pas perdu la moitié de mon patrimoine. Vous voulez poser toutes ces questions-là? Jamais. Jamais les mecs. Hein. Vous êtes gentils, vous râlez, vous n'arrêtez pas de râler, vous connaissez pas les dossiers, vous ne donnez pas la peine de l'un, mais allez-y, allez-y. Quelle belle parole. Ah ben, je suis navré, mais voir mon quotidien, si tu vas comprendre. Montrez-nous un peu les dossiers. Qu'on ait un avis là-dessus. Mais les dossiers, les petits gars, vous avez un conseil municipal. Vous savez combien on est au conseil municipal? Il y a 3 pèlerins qui sont là, c'est toujours les mêmes. Sur 6 ans, tu as 3 pèlerins qui sont de l'Alsace, toujours les mêmes. Parce qu'ils sont copains avec Père Paul Jacques. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais ça ne vous empêchera pas de râler. Ou alors, quand vous venez me voir en me disant ah, il y a ça, il faut refaire le trottoir. Oui, mais ça va vous coûter vos impôts. Ah ben non, moi je ne veux pas payer. Je veux le trottoir, mais je ne veux pas payer. Oui, vous gonflez. Non, mais c'est un peu facile ça. Attends. Il faudrait un peu nous expliquer les budgets. Alors, si on veut rentrer dans le municipal, on va attaquer le municipal, mais ce n'est pas le sujet là. Moi, ce que je vois, c'est que lorsqu'on me parle d'un budget, il faudrait qu'on m'explique le contenu du budget. Aujourd'hui, on n'explique rien. Bon, on ne va pas y passer notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord pour considérer que, par exemple, toi tu es là dans ton monde, dans ton parti, où tu nous dis que, pour le moment tu y es, est-ce que tu y resteras, c'est un autre débat. Vous n'allez pas rester nombreux, si j'ai bien compris. En tout état de cause, il y a des difficultés dans votre parti, il y a des difficultés dans ta boîte ou dans la perception que tu as de la politique, alors que ce soit au niveau communal ou au niveau sénatorial, députation, à l'Assemblée nationale, et à fortiori, j'imagine, on n'en a pas parlé, mais du président de la République. Chacun râle. Moi, je ne suis pas bien dans ma peau, vous n'êtes pas bien dans la vôtre. Est-ce qu'on peut mettre tout ça sur la table et tirer les fils et essayer de savoir qui a la responsabilité de quoi? Et est-ce qu'ensemble, oui ou non, on peut bosser sur le sujet pour essayer de trouver une situation différente de celle d'aujourd'hui? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je suis forcément d'accord. Toutes les bonnes volontés, moi, je suis toujours partant. Maintenant, j'attends de voir. Oui, voilà. Non, mais attendez, vous n'allez pas voir, les mecs. Vous allez apporter à la cause. C'est-à-dire que je vais vous demander de plaider coupable pour les partis qui vous reviennent. Si vous voulez, la situation, c'est une multicausalité. On a tous nos parts de responsabilité. Et quand bien même n'aurions-nous jamais voté pour celui qui a toujours été élu, je dirais qu'on admet les principes républicains. Donc la démocratie, c'est ça. Donc on a tous notre part de responsabilité, quand bien même les gens en place n'ont jamais eu l'honneur de nos votes. Donc réunissons-nous, mettons-nous autour d'une table, voyons comment aborder le sujet. Est-ce qu'on aura la maturité, est-ce qu'on aura le courage? Est-ce qu'on aura... Ben, j'en sais rien, mais essayons. Et si on ne l'a pas, eh bien, tirons-en les conclusions. Et continuons d'alimenter les partis, à droite comme à gauche, aux extrêmes. Quand il est vrai qu'à chaque fois qu'on vient chez nous, on alimente les autres. Ils n'ont rien à perdre, ils n'ont même pas à la ramener, les mecs. Ils
sont alimentés par ce qu'on ne paie pas. Voilà, on arrête une date? C'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, c'était une discussion de comptoir, hein, à laquelle nous allons vous demander de participer maintenant. C'est à vous. Voilà, vous n'êtes pas forcément dans une catégorie des inscrits. Et par parenthèse, il y a du monde qui est arrivé depuis le commencement de la réunion. Et coucou mesdames, élues ou non. Il y a 13 personnes, alors je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais il y a 13 personnes du conseil municipal de Rambouillet qui m'avaient indiqué devoir venir. Véronique n'était pas là, mais tu es là, Benoît. Elle t'a demandé de la représenter, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Je vois que M. Dos Santos est là, j'imagine qu'il, je ne sais pas s'il est mandaté ou pas par Madame la députée, mais en tout état de cause, il y a différentes variantes. Les adjoints sont nombreux. Merci Catherine, merci Laïla, et pardon à ceux que je ne vois pas derrière les masques ou pas. En tout état de cause, vous avez bien compris, hein, la finalité de la réunion, c'est partant de ce que vous a dit Charlet, c'est une situation qui est dégustable. Tu as dit d'ailleurs, Charlet, par parenthèse, personne n'est opposé à ça. Exactement, tout le monde est opposé à ça et personne n'est opposé à la démocratie. Il faut bien savoir que dans le dernier sondage qui a été fait par Dominique Rayet à Fondapol, il y a 33% des Français qui disent que la démocratie n'est pas le bon système. 33%. Hein, et qui le disent délibérément. C'est-à-dire qu'il y a un autre système à créer, selon eux. On imagine où ils sont placés. Peu importe, il y a de la reprise à faire de ce côté-là. Voilà, donc ce que l'on vous propose, si vous voulez bien, c'est de réagir à ce qui vous a été dit là. On ne va pas faire un tour de table, hein. Il y a des témoignages que je vous demande d'exprimer. Et on essaiera de partir de ces témoignages pour avoir des échanges constructifs et savoir s'il nous est possible ou pas, comme tout à l'heure autour du bar, de créer des relations pour demain différentes de celles d'hier. Allez, Laïla, vas-y. Peut-être que tout à l'heure, mes collègues se lèveront parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui auront des questions de savoir comment ça fonctionne d'être élu. Et moi, je suis engagée au conseil municipal depuis 3 mandats, ça commence à faire long peut-être. Ça ne se voit pas sur toi. J'ai commencé jeune, élu jeune et dans le milieu associatif. Aujourd'hui, je fais 2 associations en partie. Et en fait, ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand j'ai commencé mon engagement, il y avait beaucoup de bénévoles, il y avait beaucoup de gens qui s'engageaient, il y avait beaucoup de gens qui militaient et il y avait aussi énormément de monde qui s'intéressait aux questions politiques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'exceptionnel de s'engager, d'être bénévole, de donner son temps pour la collectivité et pour les autres, et aussi de venir se renseigner, parce que je vois vraiment la différence avec ma génération, même si de ma génération c'est intéressant quand même pas mal, hein, en fonction de l'éducation qu'on a reçue aussi à la maison, est-ce qu'on nous a intéressés ou pas, est-ce qu'on nous a emmenés ou pas vers le milieu associatif, parce que ça entraîne également. Donc le petit message que je viens bien de passer, c'est qu'effectivement, donner de son temps pour les autres, c'est pas mauvais, c'est même très très bon, on rencontre du monde, on s'enrichit intellectuellement. Et donc, comme je vois, excusez-moi pour ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moins de 30 ans dans la salle, je pense que beaucoup d'entre vous ont des petits-enfants. Alors, je vous inviterai à dire à vos petits-enfants et à les emmener, et je vois aussi beaucoup de bénévoles associatifs ici, à venir donner de son temps. Déjà, ce serait un pas en fait, pour s'habituer, parce que si je suis là aujourd'hui, je pense que c'est parce que j'ai été habituée jeune, voilà. Que ce soit dans le sport, dans le milieu associatif ou à la municipalité. Voilà, c'est un petit témoignage, je ne voulais pas épiloguer sur ce que vous avez dit, parce que je n'ai pas tout suivi, et voilà. Merci. Merci Laïla. Monsieur qui avait levé la main, oui. Merci. Tout est en doigt de Didier.
Bon, je me présente, Hervé Leroux, je suis un simple citoyen, je n'appartiens à aucun parti. C'est Charlet qui m'a proposé de venir, alors je suis venu. Merci Charlet. Alors, j'ai bien aimé les présentations, là, votre petit jeu de rôle, et il me semble que ce qui était implicite dans votre jeu de rôle, c'était le rôle de l'État. Donc la question est de savoir, est-ce que l'État en France est tout puissant ou est-ce qu'il est totalement impuissant? À mon sens, il est un petit peu les deux. Et il ne faut pas rester dans une perspective trop franco-française. Il me semble que nous tous, citoyens consommateurs, nous sommes exposés à de très très nombreuses influences internes et externes. À l'heure actuelle, il y a de très nombreux intervenants qui ne sont pas étatiques, qui ne sont pas politiques et qui exercent un pouvoir très important, que ce soit les organisations internationales, l'Union européenne n'est pas la seule, qui est quand même un organisme politique, que ce soit des entreprises, que ce soit... alors les entreprises, toutes les entreprises industrielles ou autres exercent une influence, mais nous avons sur la planète des entreprises numériques qui exercent une influence très très importante depuis quelques décennies. Il faut quand même savoir que Apple, Facebook et consorts connaissent plus de choses sur vous, si vous êtes client, que l'État. Il y a des gens très calés qui ont fait des études et qui ont prouvé que en regardant le compte de Facebook d'une personne qui publie de nombreux posts, on peut déduire énormément de choses. On peut déduire sa catégorie socio-professionnelle, son niveau de revenu, ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'elle vote, quelle est son orientation sexuelle, etc. etc. Et ces acteurs-là sont des acteurs potentiels très très forts. Il y en a certains qui se positionnent même comme des États. Facebook a eu un projet de créer une monnaie. Bon, ils ont arrêté, mais ils ont quand même cette possibilité. Et étant donné leur surface financière et médiatique, ils pourraient très bien mener ce genre de projet à bien. Et je vous rappelle que dans l'élection présidentielle aux États-Unis de 2016, il y a une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica qui travaillait pour le candidat républicain, et qui est précisé, qui a réussi à pirater les données personnelles de 87 millions d'États-Uniens. Et ces données, il les a utilisées pour influer le vote de ces électeurs. Donc voilà, il y a de très très nombreux intervenants. Ma traduction, c'est que les États sont complètement désarmés face à ces opérateurs, dont les buts sont très opaques. On voit bien Elon Musk qui vient d'acheter Twitter. Pour quel but exactement? Est-ce que c'est pour pousser un agenda politique? Et ces acteurs qui ne sont élus par personne ont une influence très importante sur nos vies. Ensuite, il y a de nombreuses influences extérieures. Vous parliez des 33% de gens qui ne croient plus à la démocratie en France. Effectivement, il y a des groupes, à l'extrême gauche, à l'extrême droite en particulier, et il y a de nombreux acteurs étatiques étrangers, et essentiellement les dictatures, et le premier lieu, la Chine, qui ont une activité médiatique très importante en disant, regardez, la démocratie, ça ne fonctionne pas. Nous, on a un système beaucoup plus efficace, beaucoup plus juste, qui marche beaucoup mieux, etc. Et ces gens-là ont des relais dans notre pays, des relais ouverts, des relais cachés, etc. Pardonnez-moi, mais sans vouloir, est-ce que vous avez une préconisation par rapport à ce constat que vous faites? Est-ce que vous dites l'État a moins de pouvoir qu'ils n'en ont? Donc ça se traduit par quoi? Est-ce qu'il faudrait faire une démarche à leur encontre ou une norme à l'égard des groupes? Là, je suis... alors, l'État ne peut rien contre ces acteurs étrangers, que ce soit des entreprises ou que ce soit d'autres structures étatiques. Donc, nous sommes soumis au grand vent de la concurrence internationale. Il ne faut pas du tout rester dans une optique franco-française. Mais ceci dit, il faut bien, il me semble, une des choses que nous, citoyens, nous pouvons faire, c'est de pointer ces influences extérieures, et en particulier les influences des dictatures qui veulent changer la donne, et dire non, ceci, ça n'est pas de la démocratie, ça ne fonctionne pas. Et
faut défendre bec et ongle notre vision démocratique. Et d'autre part, les dictateurs ont beau nous dire la démocratie est terminée, c'est has-been, ça ne sert plus à rien. Dans leur pays, il y a des gens qui aspirent à la liberté. Dans toutes les démocraties les plus terribles qu'il y a dans le monde, que ce soit la Chine, la Russie, l'Iran, etc., il y a des gens qui réclament la liberté, des gens qui se réclament des droits de l'homme. Donc, non, la démocratie n'est pas un concept dépassé, c'est un concept que beaucoup nous envient. Ok, merci. Monsieur. Ah, vas-y, t'as le micro. Vas-y, Charles. Bonjour. Vous avez soulevé Alain Poulet, je suis élu aussi Alain Poulet, je suis élu de l'opposition et je suis aussi membre d'association. C'est vrai que vous avez fait un constat tout à l'heure sur l'abstention. Bon, c'est vrai que c'est un grave problème. Sur Rambouillet, il y a eu 61% d'abstention. Après, par contre, dans le jeu de rôle, là, le débat que vous avez fait, se poser le problème quel genre de démocratie vous devez utiliser, parce que la démocratie, on en parle, mais elle peut être symbolique ou elle peut être effective. Il y a différentes sortes de démocratie et je crois que c'est effectivement ce que vous avez un peu posé dans le débat. Ok, merci. Bonjour, Charles Thune. Je pense que vous me connaissez pour la plupart d'entre vous, mais je vais me présenter quand même. Ton nom était inscrit tout à l'heure dans le message d'il y a 10 ans. Tu étais secrétaire exécutif à l'époque. Oui, c'est ça. Et donc, pour rebondir par rapport à Lucien, qui est un naturalisé, moi j'ai adhéré au gaullisme à l'âge de 10 ans, 11 ans exactement, puisque je suis de 1955. Et en 1966, le général de Gaulle est allé à Phnom Penh faire son fameux discours. Et depuis, ma boussole, c'est le gaullisme. Quand je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, je ne me suis pas fait naturaliser pour des raisons, parce qu'il y avait la guerre anti-impérialiste qui était en cours. Et donc, je voulais participer à cette guerre anti-impérialiste, puisque je suis originaire du Cambodge. Après, ça a mal tourné. Le pouvoir révolutionnaire s'est installé au Cambodge avec le cortège de drames que le comptait. Et donc, je me suis naturalisé en 1980 et avec, je dirais, le soutien du RPR, j'ai eu ma naturalisation en 3 mois. Et je suis rentré à la SNCF comme aiguilleur. J'ai passé toutes les marches de l'ascenseur, pas de l'ascenseur social, mais de l'escalier social, à savoir examen de chef de gare, concours d'inspecteur, pré-concours de l'ENA, et puis concours de l'ENA auquel je ne suis que admissible. Et j'ai terminé ma carrière il y a 3 ans comme cadre supérieur honoraire de la SNCF. Entre-temps, l'idée m'est venue de rendre à la République française, je dis bien la République française, parce que pas la France. Pourquoi pas la France? Parce que la France, ça aurait pu être celle de Pétain. Donc, l'idée m'est venue de rendre à la République française qui m'a permis d'être ce que je suis. Donc je me suis engagé comme réserviste au sein de la Marine nationale. Et parallèlement, je me suis engagé dans diverses associations, dont Frères d'Armes par exemple. Et puis, s'agissant, puisque c'est le thème de notre débat ce soir, c'est la politique. S'agissant donc de la politique, j'ai adhéré au RPR et j'ai milité comme tout un chacun au sein du RPR. Et puis quand le RPR s'est mu en UMP, je me suis dit, tiens, au fait, où est-ce qu'elle est partie la Croix de Lorraine?
Et quand Gérard Larcher a décidé de créer ADD pour regrouper tous ces brebis, ces moutons égarés, ADD, quand j'ai vu la croix de Lorraine, bon, ça y est, j'ai retrouvé ma boussole. Et bon, donc, alors, c'est vrai que l'élection présidentielle, on va pas, les dates, allez, on va pas citer de nom, pour ne pas polémiquer. Le candidat perdant de 2017 a fait que, non, je ne m'y retrouve pas par rapport à mes valeurs gaullistes. Et alors, je me pose la question actuellement, c'est que comment se fait-il, je laisse cette question à votre sagacité, comment se fait-il que quand le RPR avait un fonctionnement, on va dire, type PCF, d'ailleurs il y avait un comité central, il y avait un bureau politique qui décidait un peu de tout, c'était le centralisme démocratique. Ensuite, il y a eu les primaires. Eh bien, catastrophe. On dirait que ça marchait mieux avec ce centralisme démocratique, entre guillemets, enfin façon RPR, que cette démocratie interne avec les primaires, etc. Donc ça, c'est la première question que je vous soumets à votre sagacité. La deuxième question, c'est plus personnellement me concernant. En 2017, j'ai été interpellé. Je ne connais pas mais un monsieur, BCBG, proche, on va dire, de la municipalité de Gérard Larcher, et qui m'avait dit, qui m'a traité de shit-top. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Et là, dans une autre formation, dans un mouvement, je m'aperçois aussi que ce vivre ensemble qui n'existait pas quand j'étais au RPR, point du tout, je peux vous assurer. Il n'y avait pas l'ombre de cette connotation raciste. Eh bien, ce racisme, du moins verbal, a même contaminé dans le mouvement pour lequel je suis proche actuellement. Puisque un pilier de ce mouvement s'est même permis de dire, puisque tu admires tant la Chine, parce que moi je suis du Cambodge, donc le Cambodge est sorti quelque part grâce à la Chine. Puisque tu admires tant la Chine, pourquoi ne déménagerais-tu pas en Asie? Voilà, c'est deux dérives, on va dire, sémantico-racistes qui touchent l'autre jour au sein de la représentation nationale, c'était qui retourne en Afrique, et maintenant ça contamine même d'autres formations. Voilà. Ok, Charles. D'autres témoignages? Vas-y. Non, je veux rebondir à ce que disait Lucien, parce que dit monsieur là. Voilà. Moi, je suis aussi Charles. Salut Charles. Moi aussi, je suis un immigré, mais un petit-fils d'immigré. Hein, je suis d'origine polonaise et quand ils ont immigré en France, on n'avait pas à cette époque, après la Deuxième Guerre, on n'avait pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui par rapport à ces problèmes d'étrangers, on va dire. Hein, parce que moi, la France, elle a donné à ma famille la possibilité d'entreprendre. Et ça, c'est très important. Et je suis très reconnaissant par rapport à ça. Et j'ai jamais oublié. Par rapport à ce que disait Lucien, le constat est que, effectivement, aujourd'hui, on a un problème de confiance. Et la confiance, vous savez très bien, ça, on ne la donne pas comme ça, bien évidemment. Sur le plan politique, comme tu as dit, Lucien, et je suis d'accord sur l'approche, ça fait 30 ans que ça dure. Et à un moment donné, si on pense qu'on va tout régler avec le politique, bien qu'on a besoin de politique pour définir une vision, une trajectoire d'avenir pour notre pays, ça, je suis tout à fait d'accord sur ce plan-là. Par contre, penser que c'est le politique qui va pouvoir tout faire, là, on se met un peu dans l'œil. Je ne crois pas. Par contre,
conversation, c'est le fait de dire, bah, aujourd'hui, à notre niveau, et que j'ai entendu Léa aussi, parce que par rapport à son rôle dans la société, et je trouve ça admirable, et je pense que si on était tous comme ça serait pas mal non plus, de pouvoir avoir un rôle et agir à son niveau, en fonction de ses compétences, son expérience, ses résultats, d'essayer d'apporter quelque chose à la société, bien évidemment. Et donc je crois que le seul moyen de faire évoluer notre société, c'est déjà de revenir sur des principes et des valeurs fondamentales. Ça me paraît une évidence incroyable, parce que si on parle de respect, apparemment ça choque beaucoup de gens quand on parle de respect, pas moi. Moi c'est fondamental, c'est des valeurs qu'on m'a inculquées. Deuxièmement, c'est de permettre aux gens aujourd'hui de dire, bah voilà, voilà la situation, et il va falloir la jouer collective. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de la jouer collective. Aujourd'hui, je crois que tu parles de collectif, moi je parle d'esprit d'équipe. Vous savez, dans les entreprises, si on ne fonctionne pas en esprit d'équipe, ça a du mal à fonctionner. Quand on est trop individualiste, bah, c'est pas bon non plus. Parce qu'on voit les dégâts que ça fait, et c'est vrai que la mondialisation et la globalisation a fait des dégâts à ce niveau-là. L'individualisme est devenu c'est de la folie, quoi. Je veux dire, on marche sur la tête, quoi. Donc maintenant, si on veut changer les choses, à son niveau, c'est de jouer collectif sur des thématiques qu'on peut effectivement apporter énormément de choses ensemble. Par exemple, moi je sais, hein, j'ai un rôle, mon rôle est petit, mais j'ai travaillé pendant 15 ans en cabinet d'expertise comptable. Je peux vous dire que les gens qui ont voulu les aider à entreprendre, c'est enthousiasmant parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils ont un projet, ils donnent la possibilité à des gens de faire carrière, et ça c'est pas négligeable non plus. Aujourd'hui, un des gros problèmes, et vous le savez comme moi, c'est un autre problème, c'est le problème de rémunération dans notre pays. Hein, ça fait un moment que ça dure, il va falloir que ça s'arrête. Donc, il y a pas mal de choses à régler, effectivement. Et je crois qu'il faut se faire entendre, comme il dit Lucien, et je pense également qu'il faut agir. Si on est tous dans l'action, sur des thématiques précises, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Par contre, on pensait qu'on va réussir tout seul, alors là, on se met un peu dans le... Merci, et administrateur, je m'autorise à te couper, parce qu'on est là pour écouter ceux qui ne le sont pas. Merci de me laisser la possibilité de m'exprimer. Je ne suis pas rambolitain. Donc Franck Marguier, 61 ans, apprenti cuisinier. Donc, moi ce que je voulais vous dire, c'est que faire revenir les jeunes au vote, hein, c'est un petit peu, j'ai une préconisation. En tant qu'adhérent LR, j'ai vu 4 sondages passés par Julien Aubert de Oser la France, pour savoir pour qui j'allais voter. C'est pas ça qui m'intéressait, mais ce qui m'intéressait, c'est quelles idées ils proposaient. Donc, moi, ma préconisation, elle est simple, c'est au lieu de voter pour des gens, votons pour des idées. Il y a des tas de sujets de société qui sont super importants, comme l'immigration, comme la retraite à 65 ou 70 ans, comme la justice, le côté pénal. On ne nous permet pas aujourd'hui de faire ces décisions comme il y a en Suisse. Donc, je vous propose, avec la digitalisation qui est super facile, moi j'ai voté 4 fois hein, pour savoir ce que pensait Julien Aubert, pour dire ce que je pensais à Julien Aubert. C'est super facile. Et on pourrait très bien mettre en ligne ces votes, les jeunes pourraient y avoir accès, et leur donner le contenu de chacun des partis politiques. Et donc les partis politiques seraient là pour donner du contenu, des idées, et derrière chacun vote. Voilà, ma préconisation, j'espère avoir été assez clair. Merci Franck à la fois pour le caractère bref de l'intervention et le caractère concret plus encore. Je souhaiterais autant que possible que ce soit ce type de sujet, même si le sort de chacun mérite d'être connu. Vas-y Benoît, si tu veux. Oui, donc bonsoir à tous. Donc, je suis Benoît Frère, adjoint Charles. Plus près le micro. Rambouillet. Hervé te dit que je suis Rambouillet pour Véronique, mais je ne parle pas en son nom. Micro. Donc, au niveau de la démocratie représentative, je voudrais revenir sur les quelques points qui ont été évoqués, sur le président, sur les députés et sur la municipalité. D'abord, moi, j'ai toujours pensé que c'est le président qui fait les partis et pas les partis qui font les présidents. Or, dans les 30 dernières années, on était parti d'un président qui faisait le parti, et on a abouti de plus en plus à des partis qui font des présidents. Et aux dernières élections présidentielles, on a bien vu que la France était coupée en 4. Parce que c'est un résultat du tout. Et que trouver des consensus quand c'est des partis qui font des présidents,
C'est extrêmement difficile à trouver, et c'est peut-être ce qui peut expliquer que la démocratie de représentation telle qu'elle est aujourd'hui, à partir du moment où elle est guidée par les partis, elle ne peut pas aboutir très loin. La deuxième chose, c'est que cette politique des partis a une vision assez court-termiste, puisque, en l'occurrence, les partis veulent avoir des stratégies électorales. Et à partir du moment où la politique se fait pour avoir des stratégies électorales, elle perd de sa valeur et de son éthique. Quand on parle des députés, moi je pense que pour que les députés, en même temps qu'ils sont représentants nationaux, aient vraiment une représentativité, on a eu le tort de les couper de la réalité quotidienne, de les éloigner des citoyens en ne leur laissant qu'un seul mandat, puisqu'aujourd'hui ce sont des gens qui sont complètement hors sol, qui ne peuvent certainement pas rapprocher les citoyens de la démocratie, et ça c'est bien dommage, et on le voit bien. Alors je vais parler un peu plus des élus municipaux, puisque j'en fais partie. Moi ça fait longtemps que j'ai participé à des conseils municipaux, depuis 1983, où j'ai commencé à servir sur Sarthe, avec François Fillon, pour avoir un mandat à Rochefort-en-Yvelines, deux mandats à Bullion, et je suis à mon deuxième mandat à Rambouillet. Donc j'ai vu des villages différents, j'ai vu des choses différentes, et j'ai vu aussi les partis s'impliquer dans les campagnes électorales. J'ai vu la réalité de ce que pouvaient être les partis à l'échelle locale. Et finalement, dans le dernier mandat, celui sur lequel je suis très content d'avoir pu trouver un endroit où s'exprime la ville de Rambouillet et non pas la politique. Et mon engagement du dernier mandat, dans les dernières élections, je crois que je l'aurais quitté si ça avait été resté politique et si Véronique Matillon n'avait pas voulu qu'on soit apolitique, même si chacun sait et chacun a sa tendance, et que c'était important. Mais moi, un jour, je peux être très bien gaulliste, le lendemain, je pourrais être socialiste et je pourrais être écologiste, et il n'y a pas de problème de ça. Maintenant, l'important, c'est de mêler tout ça et de faire des politiques qui permettent de satisfaire le plus grand nombre des gens. J'ai des discussions avec l'opposition, avec mon ami Poulet, j'ai des discussions avec d'autres, et je suis très heureux de constater que progressivement, à Rambouillet, d'une opposition qui votait aucun des délibérations, qui votait contre toutes les délibérations, les deux derniers conseils municipaux, il y a eu l'unanimité sur tous les sujets, à 100% pour les voter. Ce qui est quand même une manière de voir la politique qui est un peu différente. Et moi, je trouve que ça, c'est faire la politique pour les gens. Et si on fait la politique pour les gens, on fait une bonne politique. Bien, merci Benoît. D'autres interventions? Madame, pardon, excusez-moi. Valérie Aïol, je suis également maire adjoint à Rambouillet, mais avec beaucoup moins d'expérience. C'est mon premier mandat. Mon premier mandat pas en tant qu'adjointe, hein, mon premier mandat tout court. Donc je découvre beaucoup de choses. Les deux difficultés qui me semblent vraiment importantes, c'est l'image qu'on peut donner, nous politiques, comme étant des gens privilégiés, alors que c'est avant tout un service. On est au service et effectivement les gens ne se rendent pas toujours compte, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on y laisse un peu notre vie sociale, notre famille, quand on me dit ça te prend combien d'heures la mairie, ça me fait sourire parce que moi je prends plutôt les heures où je ne suis pas à la mairie. Et puis la difficulté qu'on a à communiquer, alors ça c'est peut-être l'histoire qui fait ça, mais je trouve que on a beau être dans une époque où on communique soi-disant de plus en plus avec des moyens de communication de plus en plus sophistiqués, on a l'impression que si on n'apporte pas l'information individuellement aux personnes, elles n'arrivent pas. Ça, je trouve ça compliqué. Alors après, dans les petits trucs, ce que j'ai essayé, qui marche pas trop mal pour l'instant, alors on peut pas faire ça avec toutes les délégations, hein, mais alors je suis en charge de santé sociale handicap, et on a développé des groupes de travail, parce que dans les commissions, alors quand j'ai monté par exemple la commission handicap,
j'ai oublié des tas de gens parce que par mon manque d'expérience, j'ai oublié des gens qui étaient indispensables, essentiels, mais bon, là, c'était une erreur de débutante. Et le groupe, grâce à cette erreur de débutante, on a fait des groupes de travail et on les a complètement ouverts. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit ça n'est pas fait, ça il manque, vous ne vous occupez pas de ça, j'invite les gens. Non, je les invite et je les invite à travailler avec nous. Et c'est toujours très enrichissant parce qu'ils viennent et ils se retroussent les manches et finalement, peut-être comme Leïla le vit aussi avec les associations. Moi, dans les groupes de travail, j'ai des individus qui sont des mini-associations et qui viennent et on travaille ensemble dans la mesure où on travaille tous pour dans le même objectif, avec le même objectif. Bien, merci madame. Vous étiez, sauf erreur, au bureau municipal avant, c'est ça? Oui, semble-t-il. Oui, je me présente, je suis monsieur Saint-Yves, je suis agriculteur retraité. J'ai 82 ans. J'ai été 25 ans conseiller municipal et 8 ans maire adjoint. Et je voudrais profiter d'être là ce soir pour rappeler tout le bonheur qu'on a eu à être conseiller municipal parce qu'on a fait des choses formidables. On a eu la chance d'avoir dans notre village des familles qui étaient des moteurs et on a accueilli pendant presque 20 ans les enfants pour faire du théâtre dans la ferme. Ils venaient en répétition pendant presque tout le mois de juin pour pouvoir faire un spectacle fin juin. Et c'était vraiment excessivement bien réussi. Et je pense qu'il faut rappeler ça à tous les conseillers municipaux que réunir les jeunes pour faire du spectacle, monter des spectacles, c'est extraordinaire. Et les enfants, on garde un souvenir excellent. Bon, maintenant, je voudrais passer à autre chose. Je vous ai tous entendus, mais personne n'a parlé de la guerre. Il y a quand même une guerre en ce moment qui est en train de se faire, qui est excessivement grave pour moi. Car on est carrément en train d'assassiner un pays entier. J'ai l'impression que ça ne vous surprend pas, mais enfin, on est en train d'entendre des choses ahurissantes. Et si les choses se compliquent, ça vient chez nous, dès que c'est parti. Ça, pour moi, ça devient grave. Donc, je voudrais en revenir à ce qui s'est passé il y a très longtemps. C'était 39-40. Et le 39-40, qu'est-ce que c'était? C'était l'envahissement de la France, ni plus ni moins par l'Allemagne. Et on a quand même une chance énorme, c'est que les Anglais et les Américains se sont liés et nous ont débarrassés de l'Allemagne. Donc il y a eu un débarquement excessivement très réussi et on nous a libérés de l'occupation allemande. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe à peu près la même chose, malheureusement. On est en train d'être envahi par des gens de toutes sortes, qui viennent d'Afrique, d'Afghanistan, qui viennent vraiment de toutes sortes, et qu'on a l'impression que ce gouvernement est absolument incapable de gérer ça, reconduire les gens qui n'ont rien à faire chez nous, et pour moi c'est très grave. Parce que pas pouvoir reconduire des gens illégaux, qui n'ont rien à faire chez nous, c'est grave. Et en 1945, il y a eu un débarquement, ils sont arrivés avec des bateaux de débarquement. Aujourd'hui, s'il faut, malheureusement, c'est
c'est grave à dire, mais il faut les ramener chez eux avec ces fameux bateaux de débarquement. Parce que il n'y a pas... On est en train de couper les cheveux en quatre et on ne sort pas de ce problème. Bon, okay. Voilà ce que j'avais à dire. Merci pour votre intervention, monsieur. Il y a d'autres... Gaël? Oui, merci Hervé. Donc, ceux qui ne connaissent pas ADD, je suis un ancien pour d'autres, donc ancien élu local et régional. Alors, merci d'avoir fait une référence à faire de la politique autrement, que je résumerai dans mon intervention de l'époque: humilité pour soi, ambition pour les autres. C'était mon intervention de l'époque et c'est comme ça que j'ai toujours essayé dans mes mandats locaux de pouvoir agir, intervenir, etc. Alors je ne veux pas intervenir sur ce qui se passe en termes de ce que j'appellerais de démocratie de proximité. Il doit y en avoir plusieurs. Je parlerai plutôt à une échelle différente. On s'inquiète de la manière dont le monde évolue. Je pourrais très bien témoigner dans certaines circonstances qu'il y a des groupes de pression extérieure, puisqu'on a abordé la question tout à l'heure, du type, j'ai cité un nom, par exemple, UN Global Compact, qui aujourd'hui dispose de plusieurs milliards d'euros, financés par les Nations Unies, et qui ont vocation à pouvoir développer certains critères du bien vivre ensemble en Occident. Donc qui financent au sein notamment des entreprises ou de certaines organisations type ONG, ou éventuellement dans le cadre de projets d'entreprises internationales qui sont implantés aussi en France, eh bien des concepts de vie qui aujourd'hui sont importés notamment des États-Unis. Et ça se compte en milliards d'euros. Donc là, par rapport à ça, on s'aperçoit aussi qu'il y a une forme d'emprise financière qui va orienter certains types de décisions, certainement de manière très, très généreuse, mais en tout état de cause, qui font que le politique aujourd'hui a des manettes qui lui échappent et auxquelles il est amené à progressivement se plier par une ambiance sociétale qui est en train de s'installer dans nos pays occidentaux. Donc pour moi, la démocratie, il y a une interrogation en tout cas à avoir sur la manière dont le modèle de financement de notre démocratie aujourd'hui existe. Un agriculteur répond à un agriculteur. Sur le sujet de l'agriculture. Est-ce que quelque part on a des expériences de démocratie vécues par les enfants des conseils municipaux? Moi j'ai t'en cité un, je me permets. Oui, non, je pense à Leïla, qui nous a accompagnés. On avait monté un projet à l'époque avec Leïla, on est allé au Conseil de l'Europe. Rambouillet avait remporté à l'époque le premier prix de la citoyenneté européenne, dans le cadre, alors ce n'était pas le conseil municipal des élus, c'était le comité consultatif des jeunes, c'était le même principe. Et on se retrouve aujourd'hui avec, notamment sur Rambouillet, puisque là je le connais bien, avec un certain nombre de jeunes qui sont investis dans la vie. On se retrouve sur Rambouillet avec un certain nombre de jeunes qui sont investis dans la vie locale, dans la vie démocratique locale, parce que il faut savoir les intéresser aussi. Je crois que c'est notre rôle à nous, les cheveux blancs, de faire en sorte que ceux qui ont les cheveux moins blancs puissent être impliqués et reconnus. Parce que la problématique aussi, elle est là, c'est que si on veut des jeunes qui prennent la relève, il faut que dans l'action qu'ils mènent, ils soient reconnus au regard à la fois de leur réussite, mais aussi de ce que je pourrais appeler le reste à apprendre, pour pas parler d'échec. Il faut les accompagner. Quand on les accompagne, on se trouve avec des réussites. D'autres interventions? Stéphane. Stéphane qui a une particularité. Il est à la fois élu du conseil municipal et il est administrateur d'ADD. Comme quoi ça existe. Merci d'être là, Stéphane, et merci de faire le lien physiquement entre les mondes. Alors, je me permets d'intervenir par rapport aux jeunes, à l'investissement des jeunes. J'ai la chance de faire partie de l'équipe municipale de Véronique Maquillon. C'est un vrai bonheur. Je suis actif. Il y a beaucoup de conseils municipaux qui sont actifs et qui passent de nombreuses heures en tant que conseiller municipal. Mais après, c'est un investissement personnel. Personne ne vous oblige. C'était très
l'engagement de chacun. La question fondamentale, c'est par rapport à la démocratie, par rapport à l'engagement de chacun. Effectivement, je pense que c'est un devoir de la part de tous, ici présents, de pouvoir transmettre à ses enfants, de transmettre à ses petits-enfants ce devoir d'engagement au quotidien. Après, ça peut être fait à travers des cérémonies patriotiques. On a la chance à Rambouillet de voir des jeunes qui participent. Alors après, l'idée, c'est pas forcément de parler uniquement de ce qui est fait sur Rambouillet, mais vous savez aussi bien que moi qu'il existe le passeport du civisme, que depuis 1 an et demi a été installé le conseil municipal des jeunes à Rambouillet, qu'il existe le comité consultatif des jeunes aussi à Rambouillet, et ça fait partie de ce devoir. Donc toute personne qui est ici présente, eh bien, je vous demande de faire en sorte que l'ensemble des membres de votre famille passez ce message, d'autant plus que pour la plupart vous avez été élus, passez ce message auprès des jeunes, c'est votre devoir. En tout cas, je considère que c'est mon devoir en tant qu'élu de pouvoir transmettre cette information et de montrer aux jeunes à quel point il est important de s'impliquer. Si vous ne le faites pas, personne d'autre va le faire pour vous. Donc, j'allais dire, engagez-vous, mais engagez-vous auprès des jeunes pour leur montrer ce qu'il faut faire. Bien. 3 petits points très rapides. Je vais répondre, pas répondre parce que ce n'était pas une question, mais à Benoît, il parlait d'une opposition plutôt apparemment constructive, et j'apprécie que ça soit apprécié. Mais je pense qu'on est quelques-uns. Alors oui, je passe aussi que je ne parle qu'en mon nom propre, je parle en aucun cas ni pour un groupe ni pour d'autres. Ce qui nous a assemblés, en tout cas, on est quelques-uns à travailler comme ça. Il y a plusieurs temps dans un mandat. Il y a le temps de la campagne, où là, comme tout à chacun, vous le savez, confrontation d'idées avec des programmes. Je veux dire, on est promeut, et puis après, je veux dire, le dimanche soir à 20h, je veux dire, on a le résultat. Puis après, il y a le temps du mandat. Et le temps du mandat, vu que nous sommes des gens responsables, le temps du mandat, je me retourne aussi vers les collègues, c'est de faire en sorte qu'on travaille pour les Ramboulitains et les Ramboulitaines, et on travaille pour l'intérêt du plus grand nombre d'entre nous. Après, effectivement, il peut y avoir des postures très politiques, mais je pense que c'était pas, en tout cas, nous sommes quelques-uns à ne pas avoir cette attitude-là, parce que d'abord, je crois qu'on aime tous ce qu'on a fait, on aime notre ville, et puis comme toute personne responsable, je dis, on se comporte, on faire en sorte que les décisions qu'elles soient prises, et si c'est la majorité qui a l'idée, bon, on est ravis, si c'est nous qui pouvons la pousser, on est ravis. La seule chose qui compte, c'est l'intérêt de nos concitoyens. Voilà. Ça, c'était la première chose. Après, l'autre point, c'était concernant comment on intéresse les jeunes, je veux dire, à la politique. Moi, j'ai 2 beaux spécimens à la maison pour 17 et 24 ans. Alors, pas la peine d'avoir à faire des challenges d'audit, je les observe de très près. Et elles sont dans une famille où, tenez-vous bien, leur père est engagé depuis très longtemps, leur grand-père est engagé depuis très très longtemps, il a même fait plusieurs mandats sur Rambouillet, et leur arrière-grand-père est engagé. Voilà. Donc il y a 2 choses dont on a toujours parlé à la maison, c'était politique et rugby. Donc j'ai 2 filles, on parle un peu moins rugby, mais quand je les observe, effectivement le temps de la campagne est un moment où on a beaucoup échangé, c'est qu'à un moment donné, on leur parle pas. On ne leur parle pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça me regarde, moi l'aînée, elle n'a qu'une chose, c'est terminer ses études pour partir au Japon. Ne me demandez pas pourquoi. Le Japon. Je lui dis, t'aurais pu trouver un peu plus près. L'autre n'a qu'une envie, c'est de partir en Norvège. Ne me demandez pas pourquoi. En tout cas, quand je leur parle local, quand je leur parle Rambouillet, ça ne leur parle pas. La dernière, par exemple, ce qui a été assez frappant, samedi dernier, nous avons organisé au Parti radical le dîner de la laïcité, le dîner de la République. J'en ai ma fille de 17 ans. Donc, elle a été extrêmement polie, elle a beaucoup écouté, elle a pris la parole de petites minutes, parce qu'on lui a quand même donné. Mais un retour dans la voiture, elle m'a dit, mais papa, vous avez des problèmes qu'on n'a pas, nous. Et entre autres, vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de la façon de vivre, elle dit, mais papa, si une jeune femme veut mettre un foulard, si elle le souhaite mettre un foulard, pourquoi vous voulez l'empêcher, même au nom de la laïcité? Donc ça veut dire à un moment donné, quand on décode tout ça, attention, hein, c'est une jeune fille de 17 ans, mais quand on décode tout ça, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on propose, ce qu'on évoque,
ne les concerne pas, ils ne se sentent pas concernés. Alors je ne dis pas que la mienne représente tous les jeunes, loin s'en faut, et quand je vois les autres jeunes qui ramènent à la maison, je vois bien que les discours et les propos qu'on tient, ils n'accrochent pas. Donc il y a certainement, que ce soit d'une manière individuelle, d'une manière associative, ou peut-être d'une manière au travers des formations politiques, avoir peut-être un autre regard sur notre discours, en tout cas sur notre contenu, voire même sur nos supports. Parce qu'à côté de ça, c'est une génération qui communique beaucoup. Et quand on les entend, ils ont vraiment les pieds sur terre, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et ils ont aussi besoin, ils l'exigent, ils ont besoin d'un cadre. Et ils le réclament. C'est assez paradoxal. Ils veulent beaucoup de liberté, mais ils disent papa aussi, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, il faut un cadre, donc de l'autorité. Et troisième petit point, tout à l'heure on évoquait sur les députés, j'en ai fréquenté quelques-uns ces derniers temps, j'en ai connu aussi qui étaient bien avant d'autres, enfin, j'ai connu différentes générations de députés, ça va peut-être faire sourire certains, mais j'en ai connu différents. Je rejoins effectivement, je pense que le mandat avec l'élu local, donc la combinaison, j'y étais contre en très longtemps, j'ai revu ma copie, peut-être que la combinaison député-maire paraît être une bonne combinaison pour être en contact direct avec le territoire. De là, comment dirais-je, de là à généraliser qu'ils sont tous hors sol. Samedi justement, il y en avait deux qui étaient autour de nous, ce sont je crois des gens bien appliqués qui connaissent le monde du travail, qui connaissent la vie, et surtout c'est un élu local. Donc effectivement, je suis assez favorable, en tout cas, sur le fait d'avoir un mandat de député-maire, ça me paraît très cohérent, parce qu'effectivement, on est en prise directe avec la commune, avec le territoire. J'en ai terminé. Et encore rien à avoir revu. Merci Gilles. Avant que tu donnes à Bertrand, s'il te plaît, Didier, juste une réflexion, Bertrand. Juste une réflexion en écho à ce que tu viens de dire, Gilles. Tu étais, et je ne focalise pas, mais simplement pour remettre les maillons au bon endroit, en 2017, au conseil municipal antérieur, tu étais maire adjoint. À cette époque-là, en 2015-2016, ADD s'est réuni sur le thème évoqué tout à l'heure du vivre ensemble, et ça, c'est une histoire de fichu sur ta gamine de 17 ans, de foulard, pardon, est-ce que ça a une utilité ou pas, est-ce qu'il le condamne? En 2016-2017, on a fait 46 réunions sur ce sujet du vivre ensemble. 46 réunions. Vous savez ce que ça représente pour des pèlerins qui, comme nous, ne sont même pas... Bon, ça fait pas mal de boulot. On s'est rapproché de 3 associations musulmanes qu'on a écoutées, avec qui on a partagé des moments très profonds, très forts. Et on a élaboré donc un document qu'on a envoyé à l'ensemble des parlementaires de France. Tous les députés, tous les sénateurs. On a eu une réponse d'un député qui, 6 mois après, a donné sa démission. C'est-à-dire que ce sujet-là, dans ce dossier-là, cette perception-là, j'ai 2 filles, copie conforme par rapport à la tienne. C'est-à-dire que ce sont des notions, et pourtant, les valeurs qu'on leur inculque, sauf qu'on ne traite pas du sujet pour ne pas leur imposer des visions que l'on considère être les nôtres, et au nom de l'indépendance qu'il est légitime qu'ils aient, eh bien on la laisse faire. Sauf que ça crée un décalage important. Et quand on réclame, comme tu viens de le faire entre eux, l'évolution, et que cette évolution est portée à la connaissance de nos parlementaires, et que ceux-ci ne le prennent pas en compte, mais alors pas en compte du tout, et qu'on les a renvoyés 3 fois, ces petits dossiers. Tout le monde s'en fout. Et alors là, ça gonfle. Ça gonfle parce qu'on a dit des tas de choses, on a beaucoup bossé, et puis le relais, si vous voulez, n'existe pas. Et c'est une des justifications qui fait qu'il faut absolument qu'on mette tout ça sur la table. Parce qu'on ne peut pas, après X années passées, y compris avec des relais de dossiers, constater que ce n'est pas conforme à ce qu'il faut, alors même que X années avant, vous vous rappelez mon message, c'était 10 ans. Donc c'était 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans? Rien. Rigoureusement rien. On a des associations qui sont ici, qui sont ceux-là, qui continuent comme si de rien n'était, tout le monde s'en fout. Puis après on dit, oh, on s'est planté. Ben oui les gars, vous êtes plantés. Il ne s'agit pas une fois encore de pleurer sur le lait renversé. Il y a un moment à partir duquel il faut mettre sur la table et puis qu'on bosse ensemble.
Parce que sinon, bah, effectivement, on aura plus on n'ira plus à 17 ans, machin. Tout à l'heure, hein, monsieur disait, on est envahi, la question n'est pas de savoir s'il est légitime de l'être ou pas. C'est comment on fait marcher notre démocratie différemment demain de la façon dont elle marche aujourd'hui. C'est ça la question. Excusez-moi de cet élan dégueu. Bertrand. Bertrand Boucheroy, nouveau conseiller municipal et ancien d'ADD. Pour rebondir, donc ravi d'être avec vous. Hein. Je vois mes vieux camarades qui sont là, donc je suis très content d'être là. Tu peux y en venir quand tu veux. Et non, simplement une petite réflexion qui me vient sur le sujet, au sujet pour contrer en tout cas l'abstention des électeurs. Il me semble que ça a été évoqué par Leïla, c'est-à-dire de revenir, soit on est dans une culture familiale où on nous apprend d'être tout petit, d'être citoyen, relayé peut-être par l'école, et c'est là où j'aimerais faire peut-être un focus, c'est-à-dire que il me semble que l'école doit être un vrai fervent de la démocratie. Alors on parle beaucoup de démocratie, on s'en gargarise, démocratie par-ci, par-là, et en même temps on dit, ah bah tiens, elle est très fragile, elle est fragilisée en ce moment, c'est compliqué la démocratie. Et il me semble que l'école doit être un relais de la famille et de l'éducation, bien sûr, mais il me semble que, souvenez-vous de l'éducation civique que nous avions quand nous étions un peu plus jeunes, c'était assez rébarbatif à l'époque. Enfin, je veux dire, la façon dont on écoutait les profs, c'était une fois tous les 15 jours, je me souviens, il y avait un petit fascicule, aucune illustration, c'était compliqué. Enfin, voilà, un élève comme moi, un peu turbulent, bon, je voyais ça de loin, hein, très bien. Et en même temps, j'ai envie de dire aujourd'hui, alors je sais que ça a évolué, le passeport citoyen, on est un relais local, mais il me semble que ce passeport citoyen devrait être étendu sur tout l'hexagone. Et il me semble que sensibiliser de plus jeune âge, peut-être l'école primaire, sensibiliser dès plus jeune âge les enfants à l'éducation civique, alors peut-être l'appeler autrement, je ne sais pas, le rebaptiser, peu importe, en tout cas, de faire des citoyens, des électeurs citoyens. Hein, les citoyens, c'est bien, la citoyenneté, le respect des autres, etc., très bien, mais également d'être un électeur et de voir tous les rouages de la démocratie, comment ça fonctionne, à travers l'éducation, et d'en faire une matière noble, telle les mathématiques, le français, et c'est-à-dire qu'au niveau du bac, d'avoir un coefficient sur l'éducation civique aussi fort que le français, si on veut défendre la démocratie. C'est-à-dire que si je connais tous les rouages de ma société, alors je vais avoir une bonne note et je vais m'y intéresser. Peut-être que ça aura des répercussions. C'est-à-dire que si je suis coefficient 3 ou coefficient, n'importe quoi, 4 ou 5, et ben peut-être que si je passe le bac, le jour où j'ai 18 ans, je vais peut-être aller voter parce que j'étais un peu concerné par la chose. D'autant plus que j'ai eu peut-être le bac grâce aussi à ça. Voilà, ça c'est un axe. Mais il y a un autre axe également, qui est, alors, c'est là où, moi, localement, en tout cas, je suis très intéressé à travers toute l'équipe municipale, c'est effectivement, ça c'est très intéressant, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était l'opposition constructive. Moi, je vous rejoins là-dessus à 200%, et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans l'équipe, c'est qu'effectivement, on se dit les choses pour le bien commun, pour le rempolitant. Et ça me touche beaucoup. Et alors donc, pour rebondir là-dessus, peut-être, c'est pour ça qu'il faut y aller de façon sporadique, mais peut-être que d'être consultatif, je parle pour l'équipe municipale, de faire je relève monsieur tout à l'heure qui parlait maintenant avec Internet, on peut facilement voter, peut-être de faire des votations sur des moments forts ou des moments clés où on pourrait consulter en tout cas la population. Alors on pourrait commencer localement et puis peut-être après faire des petits sur le département, etc. Mais au moins le tenter, enfin en tout cas, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont complètement opposés à ça, mais en tout cas faire des tentatives, faire des tests. Voilà, moi je suis pour tester les choses, sans dire c'est bien, c'est mal, je ne sais pas. L'idée c'est peut-être de dire, pour un événement important, n'importe quoi, sur ce qui va se construire, ou je fais un nouveau bâtiment, voilà, enfin quelque chose, une nouvelle... en tout cas, d'avoir une consultation. Voilà.
Voilà, après, on en fait ce qu'on veut. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà, c'est très personnel. Et je m'arrête. Je souhaiterais que concrètement, il sorte de cette réunion quelque chose. D'une part, elle a le mérite d'exister, et après j'y reviendrai. Bon, je ne vais peut-être pas passer tout le temps là-dessus. Il y a le citoyen qui parle aux élus, ils nous écoutent pas, ils ne comprennent pas, ils sont hors sol, voilà, bon, ainsi de suite. Ouais, nous n'avons plus le choix, écoutons-nous, recherchons ensemble et comment agir. On vous a montré un constat, on le partage ou pas, on le regrette ou non. Admettre son caractère multicausal, c'est de dire, une fois encore, on a tous notre part de responsabilité. Vouloir y remédier, est-ce que véritablement nous sommes suffisamment convaincus pour avoir cette volonté d'y remédier? Post-scriptum, ne pas s'y engager serait contribuer à le renforcer. Ça voudrait dire que non seulement on a une part de responsabilité dans l'effectivité du problème, mais on a une volonté de ne pas travailler à sa solution. Je coupe et j'en joue, diraient d'autres. Pourquoi maintenant? Tout simplement parce que, je veux dire qu'on est au bout du bout. Hein, quand on arrive à faire 4,5 et qu'on va diviser par 2 les 4,5, avant que ça ne disparaisse et que toutes les extrêmes récupèrent les débris de tout ce qui reste, il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi nous? Alors c'est une question qui est... Pourquoi nous? Parce que, en fait, c'est vrai partout, hein, c'est vrai pour tous les Français, quels qu'ils soient. Pourquoi vous? Parce que vous êtes à Rambouillet. Alors Rambouillet, si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose qui est très illustratif de ce qui se passe un peu partout ailleurs, mais qui est... Il y a la dimension d'éclairage sur Rambouillet, hein, on connaît tous M. Larcher, qui par parenthèse reste notre président d'honneur. On connaît tous Madame la députée, qui est présidente de son groupe Renaissance. Moi, j'entends bien qu'il faut qu'il soit à la fois maire et député, et ainsi de suite, sauf que, attention quand même à une chose, c'est que quand ils sont là où ils ne sont pas là, et que quand on les invite, par exemple, là, ils sont forcément ailleurs. Forcément. Et je veux croire qu'ils sont réellement ailleurs. Alors pourquoi nous? Parce que c'est Rambouillet, parce que nous sommes entre la ville et la campagne, parce qu'on est crédible au travers de l'image que l'on donne, et puis parce qu'il y a une étincelle qui peut être faite là, et est-ce que cette étincelle peut foutre le feu au lac? J'en sais rien, mais si on ne met pas l'étincelle, on ne risque pas d'avoir le feu. Alors pourquoi nous? Pour toutes ces raisons-là. Alors sur quelle base? Tu as dit tout à l'heure, Franck, moi, ce n'est pas une question de parti ou ceci, cela, c'est une question de valeur. Ah oui, bien sûr. On a des sujets, et l'un d'entre vous disait, je crois que c'est toi, Benoît, en disant, je peux être socialiste demain, machin, écoutez, moi, oui. Je veux dire, en 75, quand le Premier ministre de l'époque a pris la parole à l'Assemblée nationale, c'était malheureusement suite aux événements tragiques que l'on connaît, que l'Assemblée nationale s'est levée et qu'il a été applaudi. J'ai dit ce soir-là au conseil d'administration, j'ai dit moi je me fous de savoir si le Premier ministre est de droite ou de gauche, si la France gagne, je vote pour ça. Bon, il y a 50% du conseil d'administration de l'époque qui m'a regardé en mode fusil. Aujourd'hui, 100% du conseil d'administration d'ADD dira si l'idée est bonne, d'où qu'elle vienne, je la prends. On la prend au nom des principes républicains, au nom de l'intérêt supérieur de la France et des Français. Alors avec quels moyens? Les moyens, ce sont les moyens que l'on se donne. On ne les a pas, financièrement on ne les a pas, on a tous nos moyens individuels, on est là avec notre petit stylo, notre petit machin, et avec le savoir-faire des uns et des autres, on les remercie par parenthèse. Mais les moyens, si la cause est juste, on saura les trouver. Nous ne sommes pas une association politique au sens parti du terme, nous ne sommes pas alimentés par l'extérieur, mais si la volonté est là, eh bien, il faudra se donner les moyens personnels. Tant qu'au délai, les délais, je veux dire qu'il n'y en a plus des délais. Il n'y a plus de délai, il faut qu'on bosse. Hein. On a vu tout à l'heure le message d'il y a 7 ans, je peux le recoller au 1er janvier prochain, il est toujours d'actualité. Il n'y a pas une virgule qui a changé. Donc les gars, est-ce qu'on veut bosser ou pas? C'est ça la question. Et si on veut bosser, est-ce qu'on veut bosser sous la configuration évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en reconnaissant tous qu'il faut qu'on balaye devant notre porte, et balayant devant notre porte, est-ce qu'on peut balayer tous devant le même accès du même immeuble? C'est ça la question.
Alors, je ne prétends pas que chacun doit sortir en disant oui j'en veux ou non j'en veux pas, mais au moins, et merci d'être allé jusque-là, Monsieur Cohen, l'hypothèse c'est de faire partir cette idée-là et de faire réagir les uns et les autres sur cette idée. On est tous à la disposition des uns des autres. Moi je suis tout à fait preneur à ce qu'en sortant de cette salle, après qu'on était beaucoup collectif quand même, vous mettiez vos noms et vos adresses, vos numéros de téléphone en disant oui je suis d'accord pour bosser sur le sujet. Je ne vais pas pleurer sur le sort d'ADD, on n'est plus que 80 adhérents payants, on continue d'envoyer à 300 en personnes qui ne payent plus, mais au moins on fait des clignotants en disant on existe toujours, et puis on pense ça, hein, on a créé une lettre qui sort tous les 2 mois, on bosse entre nous. Vous savez, cette lettre, j'en parle par parenthèse, elle est l'élaboration d'un travail réalisé systématiquement par le conseil d'administration. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit là, c'est l'expression d'une sincérité, d'un travail citoyen reposant sur la volonté personnelle, individuelle, telle qu'évoquée tout à l'heure. Alors on peut démultiplier ça. Et je serais tenté de dire ceux qui, pour des raisons qui les concernent et que je comprends tout à fait, n'avaient plus vocation, n'avaient plus volonté hier de revenir bosser ici, et bien qu'ils reviennent bosser ici et qu'on bosse tous ensemble. Est-ce qu'on en est capable ou pas? J'ai des tas d'amis dans le conseil municipal des années passées qui ne sont plus là. Je regrette qu'ils ne soient plus là. Quand je les appelle, ils me disent t'as raison, mais continue, sois courageux, mais je ne viendrai pas. Bon, d'accord, ok les gars, vous ne venez pas. Mais je vous demande de revenir, quoi. C'est simple. Alors, il y a des gens qui restent encore, je ne dirais pas que un parti, ce serait malvenu, mais de l'intérieur, faites passer cette idée-là. ADD n'a pas vocation à venir en lieu et place de quelque parti que ce soit. ADD ne voit les responsables politiques aujourd'hui comme des gens tout à fait indispensables. J'ai évoqué tout à l'heure hein, tout ce qui pouvait être perdu en termes de vigueur, de dynamisme, d'intérêt personnel quand on est élu. Des grands brûlés, il y en a. Hein, il n'y a pas besoin de sortir de Rambouillet pour en trouver. Et donc, sachons, nous, en tant que citoyens, qu'ils existent. Sachons entendre, vous les élus, que les citoyens qui veulent bosser, ils veulent être entendus par les élus. Créons ces synergies qui n'existent pas et travaillons ensemble. C'est un petit peu l'esprit de ce que je souhaite. Voilà, je crois qu'on a atteint un horaire qui est... Lucien, non? Monsieur voulait prendre la parole. Monsieur veut prendre la parole, alors n'hésitez pas. Non, mais... Bon, on s'en tient là? Bon, bah merci à tous, à toutes les nouvelles têtes et à toutes les vieilles aussi. À bientôt.